Le métal glacé des menottes serre les poignets de Marcus, allongé sur son lit, les yeux rivés au plafond. Autour de lui, le silence n'est plus refuge, mais prison. Isabelle reste près de la porte. Elle manipule son sac avec une lenteur calculée. Chaque geste est une ponctuation de son détachement. Théo, appuyé contre le chambranle, observe la scène. Un sourire étire ses lèvres. Isabelle s'approche, touche brièvement la joue de Marcus, geste froid, puis retire sa main brusquement. Elle balaie la pièce du regard, comme si elle en prenait déjà possession. Elle fait volte-face et franchit le seuil. Théo la suit sans un regard en arrière. La porte se referme avec un bruit sourd. Le verrou tourne. Marcus reste immobile, sans tenter de se libérer. Les pas s'éloignent, le silence scelle sa défaite. L'aube perce à travers les rideaux. Le bruit de la clé dans la serrure rompt la torpeur de la nuit. La femme de ménage entre, un seau à la main. Elle ne croise pas le regard de Marcus. Elle s'approche, extrait une clé de sa poche et déverrouille le mécanisme. Le métal tombe au sol avec un tintement sec. Marcus se lève sans un mot. Il ne remercie pas, il ne demande rien. Il marche vers la salle de bain. Il ouvre le robinet, l'eau glacée frappe sa peau. Il se lave le visage et les mains, effaçant la nuit. Il sort de la pièce, traverse le couloir désert. Dans son dressing, il choisit un costume sombre. Il ajuste chaque bouton, lisse le tissu, serre les poignets de sa chemise. Il s'installe à son bureau. Il allume l'ordinateur. L'écran projette une lumière crue sur son visage immobile. Il déverrouille le coffre-fort. Marcus compose le premier numéro. Sa voix est neutre, dénuée de toute émotion. Il donne des instructions précises à son avocat concernant les clauses de rupture. Il raccroche, puis enchaîne immédiatement avec le second appel. Il contacte le propriétaire de l'immeuble où réside Théo. Il détaille les manquements contractuels, exigeant une révision immédiate du bail. Le propriétaire acquiesce, la voix hésitante. Marcus pose le combiné. Il prend une courte inspiration, puis compose le troisième numéro, celui du service financier de la société d'Isabelle. Il expose les irrégularités comptables qu'il a patiemment documentées dans ses dossiers. Il énumère les preuves, chiffre après chiffre, transformant chaque fait en une arme. À l'autre bout du fil, le ton change, passant de la méfiance à une urgence fébrile. Marcus raccroche. Il observe les voyants de la ligne s'éteindre un à un. La machine est en marche. Les premières alertes s'affichent sur l'écran de Marcus. Un mail confirme la résiliation immédiate du bail de Théo. Marcus fait défiler les lignes de texte. Le propriétaire a agi sans délai. Théo reçoit sa lettre recommandée. Il se tient devant la porte de son appartement, les clés en main, incapable d'ouvrir la serrure déjà changée. Il frappe, personne ne répond. Il recule, le visage décomposé, ses effets personnels encore à l'intérieur. Isabelle est convoquée à la direction. Elle entre confiante, mais le directeur lui tend un dossier épais. Il pointe du doigt les irrégularités financières signalées par Marcus. Isabelle tente de parler, mais le directeur lui retire son badge d'accès. Elle se retrouve sur le trottoir, son sac à la main, tandis que les portes automatiques se referment derrière elle. Marcus observe ces scènes à distance. Chaque clic de souris démantèle un pilier de leur vie. La panique s'installe. 3 semaines s'écoulent dans un calme plat. Marcus travaille, ses yeux rivés sur les graphiques de performance de ses entreprises. Une notification surgit sur son écran. C'est un message chiffré de son détective privé. Il ouvre la pièce jointe. Un document PDF apparaît. Marcus fait défiler les pages. Il s'arrête sur un rapport médical daté de la veille. Il lit les conclusions. Les termes défilent. Test positif, confirmation clinique, suivi de grossesse. Il relève la tête. Il fixe le mur opposé, immobile. Le document indique le nom d'Isabelle. Il reprend sa lecture, vérifie les dates, croise les informations. Le calcul est sans appel. L'enfant est le sien. Marcus lâche sa souris. Il se lève et s'approche de la baie vitrée. Il regarde les lumières de la ville au loin. La certitude de sa vengeance, construite avec une précision chirurgicale, se fissure. Il retourne vers son bureau. Il ne regarde plus les rapports. Une nouvelle variable, biologique et irréfutable, vient de s'imposer. Marcus reste debout face à la baie vitrée.
La ville s'étend sous ses yeux, un damier de lumière où Isabelle et Théo sont désormais acculés. Il imagine son prochain clic. Saisie totale, expulsion définitive, néant financier pour eux deux. Ils pourraient réduire leur existence en cendres. Il observe son reflet dans la vitre, le visage figé, les mains posées sur le rebord froid. Le silence de son bureau est absolu. Il se détourne de la fenêtre et revient vers son bureau. Il saisit le combiné. Ses doigts composent le numéro de son avocat. La ligne sonne. Une fois, deux fois. Le décrochage est immédiat. Marcus parle, sa voix est basse, sans aucune hésitation. Il ordonne l'arrêt immédiat de toutes les procédures en cours, il demande la levée des saisies et l'annulation des poursuites judiciaires contre Isabelle et Théo. Il répète ses ordres avec une fermeté glaciale. Il raccroche. Il ferme les dossiers de faillite. Il a choisi. La destruction totale est écartée. Il reste seul, maître de son destin. Marcus pose le combiné. Il prend une seconde pour stabiliser sa respiration. Ses doigts pianotent sur le clavier, cherchant le numéro personnel d'Isabelle. Il lance l'appel. Le signal sonore résonne dans le bureau, un rythme régulier qui semble marquer le temps restant. Au bout de la 4e tonalité, le silence s'installe. Isabelle décroche. Sa voix est hésitante, presque inaudible. Marcus ne laisse aucune place aux salutations. Il entre dans le vif du sujet. Il mentionne le rapport médical. Il énonce les faits avec une neutralité absolue, sans colère, sans reproche. Il lui confirme qu'il est au courant de sa grossesse. Un souffle court traverse la ligne. Marcus marque une pause, laissant le poids de sa révélation peser sur l'échange. Il poursuit, sa voix devient plus tranchante. Il lui assure qu'il assumera ses responsabilités envers l'enfant, qu'il sera présent pour assurer sa sécurité et son avenir. Mais il ajoute immédiatement la condition. Il impose une frontière infranchissable. Il lui signifie que leur relation est terminée, sans aucune possibilité de retour en arrière. Il attend une réponse, mais le silence persiste. Il comprend qu'elle a saisi l'ampleur de ses mots. Il raccroche doucement. Le bureau retrouve son calme. Une semaine plus tard, Théo charge ses derniers cartons dans le coffre d'une voiture garée en bordure de trottoir. Il ne jette aucun regard en arrière vers l'immeuble. Le moteur démarre dans un râle métallique. Il s'insère dans le flux de la circulation. De son côté, Isabelle reste assise dans son salon, le téléphone toujours posé sur la table basse. Elle fixe le vide devant elle. Ses mains tremblent en prenant un verre d'eau. Elle prend soudain conscience du poids du silence autour d'elle. Les saisies ont été levées, les poursuites annulées, mais l'espace autour d'elle semble se vider de toute substance. Elle comprend que Marcus a conservé le contrôle total sur son existence. Il a choisi de ne pas l'anéantir, non par faiblesse, mais par une maîtrise froide. Elle observe les documents financiers étalés sur la table, désormais inutiles. Elle réalise qu'elle ne possède plus rien de ce qu'elle avait tenté de voler. Elle mesure enfin la distance immense entre son ambition déchue et la clémence de l'homme qu'elle a trahi. Le calme n'est pas une paix, mais un constat. Marcus se lève. Il quitte son salon, traverse le couloir et entre dans son bureau. Il verrouille la porte derrière lui. Le silence de la pièce est total, seulement troublé par le bourdonnement discret des serveurs. Il s'assoit dans son fauteuil. Il déplace une pile de dossiers vers le centre de son bureau. Ses mains sont stables. Il ouvre le premier document, saisit un stylo et commence à annoter les marges avec une précision méthodique. Chaque mouvement est calculé, chaque décision est pesée. Il ne regarde plus par la fenêtre. Il se concentre exclusivement sur les chiffres, les contrats et les stratégies de croissance. Il bâtit son empire, une ligne après l'autre. Il comprend que la véritable force ne réside pas dans l'éclat de la vengeance. Elle est dans cette capacité à rester immobile au centre de la tempête. Il éteint son téléphone. Il se consacre entièrement à la reconstruction. Il a choisi l'avenir. Le bureau devient le théâtre d'une ascension silencieuse. Il travaille jusqu'à ce que la lumière du jour s'efface. Il est seul, maître de son temps et de ses actes. Il a prouvé que le pouvoir appartient à celui qui sait se dominer lui-même. La page est tournée. Le futur commence maintenant, pierre par pierre, dans le calme absolu de sa détermination. Et toi,
Si tu avais été à la place de Marcus, aurais-tu tout écrasé? Ou aurais-tu choisi l'enfant? Dis-le-moi dans les commentaires. Je lis tout. Laisse un like, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi. On se retrouve très vite.